Ma nouvelle voisine, une vieille femme, a emménagé dans la maison vide d'Aix-en-Grave-Côté. Une semaine plus tard, elle est venue me voir. Cette nuit à 2 heures, apporte ton fils chez moi et monte à l'étage. Pourquoi? Tu comprendras quand tu seras là-bas. Cette nuit-là, à 2 heures du matin, j'ai porté mon fils chez elle. Au moment où j'ai regardé ma maison depuis la fenêtre de son 2e étage, je suis resté sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Nathalie. Je vis avec mon fils de 5 ans, Ethan, juste nous deux. Cela fait 3 ans que j'ai divorcé et j'ai gardé mes distances avec mon ex-mari, Marcus. Cette relation est terminée et je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. C'est ce que je me répétais sans cesse alors que je me précipitais à travers mes journées, jonglant entre le travail et l'éducation de mon fils. Je me réveillais à 6 heures chaque matin pour préparer le petit déjeuner d'Ethan, des toasts avec des œufs brouillés et du jus d'orange. Mon fils s'asseyait à table en frottant ses yeux endormis. En lissant ses cheveux, je ressentais un léger sentiment d'accomplissement à l'idée qu'une nouvelle journée commençait. Oui, c'était trépidant. Oui, c'était difficile. Mais nous construisions une vie paisible ensemble. Il y a 6 mois, un petit changement est survenu dans ma vie. J'ai rencontré un homme nommé Ryan, quelqu'un que ma mère m'avait présenté. Il était consultant en informatique, poli et gentil. Mieux encore, il faisait de vrais efforts avec Ethan. Il jouait au football avec lui lisait des livres d'images et portait mon fils sur ses épaules à travers le parc. Il ressemblait à un vrai père, à un papa. Quand Ethan a dit cela, mon cœur s'est réchauffé. Mon fils grandissait sans connaître l'amour d'un père. Marcus payait la pension alimentaire, certes, mais il ne venait presque jamais nous rendre visite. La présence de Ryan semblait donc être un nouvel espoir pour nous deux, et le mot remariage commençait à se former vaguement dans mon esprit. Un samedi matin, un camion de déménagement s'est arrêté devant la maison vide d'Aix-en-Grave-Côté. La maison étant inoccupée depuis longtemps, j'étais un peu excité à l'idée d'avoir de nouveaux voisins. Vers midi, je suis allé dire bonjour avec une tarte aux pommes maison. Une femme âgée et élégante m'a ouvert la porte. « Bonjour, je suis Nathalie, votre voisine. Tenez, si vous voulez bien. » Je lui ai offert la tarte et la vieille dame a souri doucement. « Je suis Dorothy. »« Merci. » Sa voix était calme, mais ses yeux me regardaient avec acuité. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose qu'elle voulait dire mais qu'elle ne formulait pas. Environ 2 semaines plus tard, un vendredi soir, Ryan est venu dormir à la maison. Ethan était ravi. Nous avons dîné tous les 3 et regardé un film. Après que mon fils soit allé se coucher, Ryan et moi avons passé un moment calme dans le salon à boire du vin. J'étais heureuse. Je me sentais vraiment heureuse. Mais le lendemain matin, quelque chose ne tournait pas rond. Ethan n'était pas dans son assiette. Il regardait ses céréales d'un air vide, sa main remuant lourdement sa cuillère. « Qu'est-ce qui ne va pas, Ethan ?» Quand je lui ai posé la question, mon fils a répondu d'une petite voix, « Je me suis réveillé au milieu de la nuit et Ryan était dans ma chambre. » J'ai eu un moment de stupeur, mais je me suis rapidement calmé. Il devait simplement être passé voir Ethan en allant aux toilettes. Sachant à quel point il était gentil, il voulait probablement juste s'assurer que mon fils ne couvait pas un rhume. Oui, ce devait être ça. J'ai décidé de ne pas y penser trop profondément. Une semaine plus tard, un dimanche après-midi, on a sonné à la porte. Quand j'ai ouvert, Dorothy, la voisine, se tenait là. Son expression était différente de d'habitude. C'était sérieux, presque urgent. « Nathalie, cette nuit à 2 heures du matin, amenez votre fils au 2e étage de ma maison. » Mes yeux se sont écarquillés. 2 heures du matin? Pourquoi une telle heure? Pourquoi? Ai-je demandé. Dorothy m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Vous comprendrez quand vous viendrez. » C'est tout ce qu'elle a dit avant de partir. J'étais confuse à l'idée d'aller chez la voisine à 2 heures du matin avec mon fils de 5 ans. C'était une demande si étrange, mais quelque chose dans les yeux de Dorothy, ce sérieux, cette urgence, m'a marqué. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai décidé de faire ce qu'elle demandait. Cette nuit-là, j'ai enveloppé Ethan dans une couverture et j'ai quitté la maison sans faire de bruit. À 2 heures du matin, je me tenais devant la porte de Dorothy, tenant Ethan dans mes bras. Mon fils était endormi, le visage enfoui dans mon épaule. Avant que je ne puisse frapper, la porte s'est ouverte et Dorothy est apparue comme si elle nous attendait. « Vous êtes venus ?» a-t-elle dit doucement en nous invitant à entrer. Nous sommes montés à l'étage dans une chambre. La pièce était sombre, les rideaux n'étant qu'à moitié ouverts.
Dorothy s'est tenue près de la fenêtre et m'a fait signe, « Regardez d'ici ». Je me suis approché de la fenêtre, tenant toujours Ethan, et au moment où j'ai regardé dehors, mon souffle s'est coupé. Un homme encapuchonné marchait lentement autour de ma maison. Dans la faible lumière du lampadaire, sa silhouette était étrangement silencieuse. L'homme scrutait chaque fenêtre de ma maison, vérifiait la poignée de la porte, puis faisait le tour par l'arrière. Finalement, il s'est arrêté et est resté immobile, levant les yeux vers la fenêtre de la chambre d'Ethan. Ses mouvements étaient prudents, calculés. « Qui est-ce » Ma voix tremblait. Dorothy a répondu les bras croisés, « Je ne sais pas, mais il vient toutes les nuits depuis une semaine. Il apparaît à 2 heures du matin et repart à 3 heures. Précis comme une horloge. » Mon esprit s'est vidé. Une semaine. Chaque nuit. Alors que je dormais sans rien savoir, cet homme surveillait ma maison, surveillait la chambre de mon fils. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit » ai-je demandé. Dorothy a répondu calmement, « La première nuit, j'ai cru que c'était une coïncidence. Mais la deuxième nuit, puis la troisième, cela a continué. Je n'étais pas sûr que vous me croiriez si je vous le disais. Alors, j'ai attendu d'être certaine. » L'homme rôdait toujours autour de ma maison. Je ne pouvais pas voir son visage. La capuche était rabattue très bas, rendant son identification impossible. Mais il y avait une intention claire dans ses mouvements. Il cherchait quelque chose, visait quelque chose. Nous avons observé depuis la fenêtre jusqu'à 3 heures. L'homme a vérifié son bras comme s'il regardait une montre, puis a disparu dans l'obscurité. Mes genoux semblaient prêts à lâcher. Ethan dormait toujours dans mes bras. Je dois protéger cet enfant. Cette seule pensée m'a permis de rester debout. Le lendemain matin, j'ai immédiatement appelé la police. Lorsque j'ai expliqué la situation, l'officier au téléphone a dit « Je comprends votre inquiétude, mais à moins qu'il n'y ait violation de domicile ou préjudice réel, les mesures que nous pouvons prendre sont limitées. Nous pouvons cependant augmenter les patrouilles. » C'était tout. J'ai été envahi par un sentiment d'impuissance. Dorothy est passée en début d'après-midi. Elle a fait une suggestion, installons des caméras de sécurité. Si nous pouvons voir son visage, la police devra agir. J'ai hoché la tête. Je ne voyais pas d'autre option. Cet après-midi-là, nous avons installé 3 petites caméras de sécurité autour de la maison, à la porte d'entrée, à la porte arrière, et une positionnée pour voir la fenêtre de la chambre d'Ethan. Dorothy a travaillé efficacement à l'organisation du câblage. Mon mari était policier, j'ai l'habitude de ce genre de choses, a-t-elle dit avec un sourire, mais ses yeux restaient sérieux. Nous avons commencé à enregistrer cette nuit-là. Je ne pouvais pas dormir. Je me suis assise sur le canapé du salon, fixant le moniteur. À 2 heures du matin, il y a eu du mouvement sur l'écran. L'homme est apparu, portant la même capuche que la veille, marchant lentement autour de la maison de la même manière. Je fixais les images, mais je ne pouvais pas voir son visage. Plusieurs jours ont passé. Le comportement d'Ethan est devenu encore plus étrange. Il a commencé à se réveiller au milieu de la nuit en pleurant soudainement. Quand je me précipitais vers lui, mon fils s'accrochait à moi en tremblant. « Qu'est-ce qu'il y a, Ethan ? Tu as fait un mauvais rêve ?» Quand je demandais doucement, mon fils secouait la tête. « Je ne peux pas le dire. C'est un secret. » Un secret. Ce mot est resté gravé dans mon esprit. Un secret avec qui ? Mais mon fils ne voulait rien dire de plus. Il enfouissait juste son visage dans ma poitrine et continuait de pleurer. J'avais l'impression d'être écrasé par l'anxiété. Ethan était-il effrayé à cause de ce harceleur ? Ou y avait-il une autre raison ? Je ne savais pas. Je ne savais plus rien. Ce jeudi-là, Ryan est passé après le travail. En voyant mon visage épuisé, il a dit avec inquiétude, « Ça va, Nathalie ? Tu ne dors pas bien ces derniers temps, n'est-ce pas ?» J'ai expliqué la situation, qu'il y avait un harceleur, que chaque nuit quelqu'un rôdait autour de la maison. Ryan a écouté avec une expression grave. « Alors je vais rester dormir ce soir. Ce sera plus sûr avec un homme dans les parages, a-t-il dit. J'étais reconnaissante. Merci beaucoup. Ça m'aide vraiment. » Cette nuit-là, Ryan est resté chez moi. Pendant qu'il dormait sur le canapé du salon, j'ai pu dormir avec un peu de tranquillité d'esprit pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain matin, j'ai vérifié les images de la caméra de sécurité et j'ai été surprise. La nuit dernière, l'homme n'était pas apparu. Peut-être n'était-il pas venu parce que Ryan était là. C'est ce que j'ai pensé. L'agresseur doit être un lâche. Quand il sait qu'il y a un homme présent, il reste à l'écart. Au cours des jours suivants, j'ai vérifié toutes les images enregistrées. Je cherchais désespérément le moindre indice,
le moindre moment où le visage de l'homme pourrait être visible, et j'ai remarqué un schéma étrange. Il y avait des nuits où l'homme apparaissait et des nuits où il ne venait pas. Au début, cela semblait aléatoire, mais en regardant de plus près, les nuits sans lui avaient un point commun. L'homme ne venait pas les nuits où Ryan restait dormir. Était-ce une coïncidence? J'étais perplexe, mais au fond de moi, je sentais que quelque chose clochait. J'ai revu les images encore et encore. J'ai vérifié une semaine d'enregistrement en avance rapide, suivant les mouvements de l'homme. Et sur les images d'il y a 3 jours, j'ai retenu mon souffle. Au moment où l'homme passait sous un lampadaire, sa capuche a bougé légèrement avec le vent. Ce n'était qu'un instant, mais je pouvais voir le contour de son visage. J'ai mis la vidéo en pause. J'ai agrandi l'écran. C'était flou, mais un visage était définitivement visible. J'ai désespérément ajusté le contraste, et au moment où l'image est devenue plus claire, mon cœur s'est presque arrêté. Je connaissais ce visage. C'était Marcus. C'était mon ex-mari. Je n'arrivais pas à y croire. Pourquoi un homme avec qui j'avais à peine été en contact depuis 3 ans rôdait-il autour de ma maison au milieu de la nuit? Mes mains tremblaient. La colère montait en moi. Le harceleur était mon ex-mari. Même après le divorce, était-il toujours obsédé par moi? Ou essayait-il de prendre mon fils? Diverses pensées se bousculaient dans ma tête. J'ai immédiatement contacté Dorothy. Elle est venue chez moi et nous avons revu les images ensemble. Aucun doute là-dessus, a dit Dorothy calmement. Votre ex-mari? J'ai hoché la tête. Marcus. Je ne l'ai pas vu depuis le divorce. Pourquoi maintenant? Dorothy n'a rien dit et a relancé la vidéo. Nous avons observé les mouvements de Marcus en silence. Il marchait lentement autour de la maison, vérifiait les fenêtres, tendait la main vers la poignée de la porte, mais s'arrêtait ensuite. Puis il contournait la maison et levait les yeux vers la fenêtre de la chambre d'Ethan. Attendez, a dit Dorothy. Regardez attentivement son comportement, Nathalie. J'ai fixé l'écran. Marcus n'essayait pas de s'introduire dans la maison. Il touchait la poignée mais n'essayait pas de l'ouvrir. Il regardait par les fenêtres mais n'essayait pas de les briser. On aurait dit qu'il vérifiait quelque chose. Il monte la garde, a dit Dorothy doucement. Il ne cible pas la maison. Il a l'air d'essayer de la protéger. J'ai secoué la tête. C'est impossible. Depuis le divorce, Marcus n'a envoyé que la pension alimentaire. Il n'est presque jamais venu voir Ethan. Il envoie une carte pour son anniversaire tout au plus. Pourquoi aurait-il besoin de nous protéger maintenant? Mais les paroles de Dorothy me sont restées en tête. Pourquoi ne venait-il pas les nuits où Ryan était là? Cette question a refait surface. Et les mots d'Ethan me sont revenus, je me suis réveillé au milieu de la nuit et Ryan était dans ma chambre? Je ne peux pas le dire. C'est un secret. Pas possible. Un frisson m'a parcouru l'échine. Ryan et Marcus. Les 2 noms se sont croisés dans mon esprit. Se pourrait-il que Marcus se méfie de Ryan? Mais pourquoi? Ryan était gentil et bon avec Ethan. Non, attendez. Était-ce vraiment vrai? Je me suis levé. Je vais contacter Marcus. Je dois entendre sa version. Dorothy a hoché la tête. C'est bien, mais soyez prudente. S'il est vraiment une personne dangereuse, vous devriez éviter de le rencontrer directement. Par téléphone d'abord. J'ai sorti mon smartphone et j'ai composé le numéro de Marcus pour la première fois en 3 ans. Après 3 sonneries, il a répondu. Nathalie. C'était une voix basse et familière. Laisse-moi entendre ton explication. Je suis allé droit au but. Pourquoi rôdes-tu autour de ma maison toutes les nuits? À l'autre bout du fil, Marcus a poussé un long soupir. Alors, tu es enfin prête à me croire? De quoi parles-tu? Je ne te crois toujours pas, mais explique-toi. Pourquoi fais-tu ça? Marcus a dit, renseigne-toi sur cet homme, Ryan. Non, son vrai nom est Brian Mitchell. Je surveille la maison pour protéger mon fils depuis que tu as commencé à sortir avec lui. J'étais confuse. Qu'est-ce que tu racontes? Le vrai nom de Ryan est Brian? C'est impossible. La voix de Marcus était sérieuse. Vérifie. Il a un casier judiciaire. Abus sexuel sur enfant. Je devais protéger mon fils. Je pensais que tu ne me croirais pas, alors je rassemblais des preuves. Mon cœur battait violemment. C'est un mensonge. Ryan n'est pas ce genre de personne. Ma mère me l'a présenté. Demande à ta mère, a dit Marcus. Comment l'a-t-elle rencontré? Pourquoi te l'a-t-elle présenté? Demande-lui tout. Après avoir raccroché, je suis resté là, abasourdi.
Dorothy a posé sa main sur mon épaule. Enquêtons, Nathalie. Si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne pouvez pas protéger votre fils. Cette nuit-là, à 2 heures du matin, je suis retourné au 2e étage de chez Dorothy avec Ethan. Ryan avait dit qu'il était en voyage d'affaires ce soir, ce qui signifiait que Marcus devrait apparaître. Il est là. Dorothy a pointé la fenêtre du doigt. L'homme encapuchonné, Marcus, est apparu. Il a commencé à marcher autour de la maison comme d'habitude. Mais ce soir, ma perspective avait changé. Ce n'était pas un intrus. Il pouvait être un gardien. Marcus a vérifié la porte d'entrée et a fait le tour par l'arrière. Puis il s'est arrêté et est resté immobile, levant les yeux vers la fenêtre de la chambre d'Ethan. Il ressemblait à un père inquiet. J'ai vérifié le flux en direct de la caméra de sécurité sur mon smartphone. Ce soir, je voulais voir son visage plus clairement. Marcus est passé sous le lampadaire. Le vent a soufflé, déplaçant légèrement sa capuche. J'ai fixé l'écran et le moment est arrivé. Marcus a levé les yeux. La lumière du réverbère a illuminé son visage. Les images montraient le visage d'un homme épuisé. Des cernes sous les yeux, les joues creuses. Mais dans ses yeux, il y avait une forte détermination. La détermination d'un père à protéger son fils. Dorothy a dit, « Regardez ses mouvements ». Après avoir fait le tour de la maison, Marcus s'est caché dans les buissons à l'arrière. Il n'a pas bougé de là. Comme s'il attendait quelque chose. Comme s'il veillait à ce que rien n'arrive. Quelque chose ou quelqu'un. Il ne cible pas la maison, a répété Dorothy. Il protège la maison de quelque chose. De Ryan. J'ai senti quelque chose s'effondrer en moi. Si ce que Marcus disait était vrai, si Ryan avait menti, alors j'avais mis mon fils en danger. Le lendemain matin, j'avais pris ma décision. Je devais connaître la vérité. J'ai recontacté Marcus et arrangé une rencontre en personne. Dans un café animé en pleine journée, Marcus est arrivé exactement à l'heure. En le voyant pour la première fois en 3 ans, il avait l'air usé. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Quand j'ai dit ça, il s'est assis tranquillement sur le siège en face de moi. « Explique-moi tout. » Marcus a pris une profonde inspiration. Il y a 2 mois, quand j'ai vu Ethan, il m'a parlé de lui, de cette personne nommée Ryan. Mon fils parlait de lui joyeusement, mais quelque chose ne collait pas. Il ne me regardait pas dans les yeux. Il n'était pas énergique. Alors je me suis inquiété et j'ai commencé à enquêter. Marcus a dit qu'il avait demandé à un ami policier de vérifier les antécédents de Ryan et il a découvert une vérité horrifiante. Le vrai nom de Ryan était Brian Mitchell. Il y a 3 ans, dans un autre État, il avait été arrêté pour avoir abusé sexuellement de la fille de sa petite amie, une enfant de 6 ans. J'ai essayé de te le dire tout de suite, mais pendant le divorce, tu as dit de ne plus jamais intervenir. Je pensais que tu ne me croirais pas si je te le disais directement. Alors, j'ai prévu de rassembler des preuves et de l'arrêter avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Je tremblais. Est-ce vraiment vrai? Ryan, vraiment? Marcus a hoché la tête. Va voir la police. Parle à un détective spécialisé dans ce domaine. Même si tu ne peux pas croire mes paroles, crois les preuves. Les larmes ont failli déborder. Si c'était vrai, qu'avais-je fait? Avais-je mis mon fils en danger? En quittant le café, j'ai immédiatement contacté un détective spécialisé dans les crimes sexuels, Victor Reyes. C'était le nom que Marcus m'avait donné. Le détective Reyes a écouté mon histoire sérieusement et a promis de commencer une enquête tout de suite. 3 jours plus tard, le détective Reyes m'a contacté. Mademoiselle Nathalie, veuillez vous asseoir pour entendre ceci. La voix au téléphone était lourde. Je me suis assise sur une chaise et j'ai serré les mains. Mon cœur battait fort. Ryan Thompson, de son vrai nom Brian Mitchell. Il y a 3 ans à Portland, Oregon, il a été arrêté pour abus sexuel sur la fille de sa compagne, une fillette de 6 ans à l'époque. Il a reçu une peine avec sursis et n'a pas fait de prison. Après cela, il a changé de nom et a déménagé dans un autre État. J'avais la nausée. C'était vrai. Tout ce que Marcus avait dit était vrai. Et Ethan, ai-je demandé d'une voix tremblante. Mon fils va bien? Le détective Reyes a dit, emmenez-le immédiatement chez un spécialiste. Nous organiserons également la venue d'un expert en protection de l'enfance. Le jour même, j'ai emmené Ethan chez un spécialiste en psychologie infantile. En attendant dans la salle d'examen, mes mains n'arrêtaient pas de trembler. 1 heure plus tard, le spécialiste est sorti. Heureusement, nous n'avons trouvé aucune preuve d'abus physique direct. Mais il y a définitivement eu un conditionnement psychologique,
a expliqué doucement le spécialiste. Ethan a dit que Ryan venait dans sa chambre au milieu de la nuit et lui répétait sans cesse « C'est notre secret ». C'est une technique typique de manipulation. Entendre ces mots m'a presque coupé les jambes. Si j'avais tardé un peu plus, si Marcus n'avait pas monté la garde. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Marcus. Cette fois, j'ai baissé la tête devant lui. Je suis désolé. J'avais tort. Tu essayais de protéger notre fils et moi. Marcus a secoué la tête. Tu n'as pas besoin de t'excuser. J'aurais dû te le dire directement plus tôt. Mais pendant le divorce, tu as dit de ne plus jamais m'impliquer. Je ne pouvais pas t'en vouloir de penser que j'étais un harceleur. Comment as-tu découvert pour Ryan? Quand j'ai posé la question, Marcus a répondu, il y a 2 mois, quand j'ai vu Ethan, mon fils m'a parlé de Ryan. Mais quelque chose semblait clocher. Il parlait de lui joyeusement, mais ses yeux ne souriaient pas. Alors j'ai demandé à mon ami policier de vérifier ses antécédents, et un casier judiciaire est apparu. Marcus a dit qu'il surveillait ma maison depuis lors pour obtenir des preuves et arrêter Ryan avant qu'il ne commette l'irréparable. Mais pensant que je ne le croirais pas s'il me le disait directement, il s'est simplement concentré sur la protection de notre fils. Je pensais être déjà un échec en tant que père. Après le divorce, tout ce que je pouvais faire était de payer la pension, mais protéger mon fils, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais abandonner. Il y avait des larmes dans les yeux de Marcus. À la fin de cette semaine, le détective Reyes a apporté de nouvelles informations. Il m'a fait face avec une expression grave. Madame Nathalie, Brian Mitchell était un récidiviste. Au cours des 10 dernières années, il a abusé d'au moins 3 enfants. Tous des enfants de mères célibataires. Il ciblait délibérément les mères célibataires. J'étais sans voix. 3 enfants. Ryan, non, Brian avait fait du mal à plusieurs enfants. De plus, le détective Reyes a continué, et il y a encore une chose que je dois vous dire. Nous avons examiné le compte bancaire de votre mère. Il y a eu un dépôt de $5000 de la part de Brian. Quoi? Je n'en croyais pas mes oreilles. Sur le compte de ma mère? De la part de Ryan? Le virement a été effectué une semaine avant que vous ne rencontriez Brian. Les mots du détective Reyes m'ont transpercé le cœur. Je suis immédiatement allé chez ma mère. Quand elle a ouvert la porte et vu mon visage, elle a semblé réaliser quelque chose. Tu savais, ai-je crié. Tu savais qui était Ryan. Ma mère a détourné le regard. Nathalie, calme-toi. Comment puis-je me calmer? Tu as pris de l'argent. Tu as vendu ta fille et ton petit-fils. Ma mère est restée silencieuse. Ce silence disait tout. Finalement, ma mère a dit d'une petite voix, la vie était dure. Je pensais que c'était un homme bon. Un homme bon? J'ai ri jaune. Un homme bon abuse des enfants? Un homme bon paie une mère pour s'approcher de son enfant? Ma mère a continué à se trouver des excuses. Je ne savais pas qu'il avait un tel passé. C'est un mensonge, ai-je crié. $5000. Pourquoi recevrais-tu une telle somme juste pour faire une présentation? Tu devais savoir. Ma mère a commencé à pleurer, mais je ne pouvais ressentir aucune compassion. Cette personne était ma mère, mais elle avait mis son petit-fils en danger pour de l'argent. Je ne pouvais pas pardonner cela. J'ai immédiatement fait rapport au détective Reyes. Le détective a dit, votre mère fera également l'objet d'une enquête. Elle pourrait être accusée de mise en danger d'un mineur. J'ai hoché la tête. C'est très bien. Même si c'est ma mère, je ne peux pas pardonner ça. Plusieurs semaines plus tard, Brian Mitchell a été arrêté. Les chefs d'accusation étaient violation de domicile, harcèlement, tentative de contact avec un enfant, et 3 chefs d'accusation liés à son passé. Au tribunal, Brian m'a regardé et a souri. Ce sourire m'a fait froid dans le dos. Il n'avait aucun remords. Le juge a lu la sentence, 15 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle, et inscription permanente sur la liste des délinquants sexuels. Brian a dit à la fin, j'aimais seulement les enfants. Je n'ai rien fait de mal. Je me suis levé, je l'ai regardé et j'ai dit, ce que tu as fait n'était pas de l'amour. C'était un crime, et tu ne pourras plus jamais t'approcher d'enfants. En quittant la salle d'audience, Marcus m'attendait. Il n'a rien dit. Il a juste passé son bras autour de mes épaules. Pour la première fois en 3 ans, j'ai pleuré contre la poitrine de mon ex-mari. Ma mère a également été inculpée comme complice et a reçu une peine avec sursis. Après le procès, ma mère a essayé de s'excuser, mais je lui ai tourné le dos. C'était pour l'argent. Ma mère s'est trouvé des excuses jusqu'au bout. La vie était dure. Sans me retourner, j'ai dit,
Ethan et moi ne sommes plus ta fille et ton petit-fils. Ne nous contacte plus jamais. Ce furent les derniers mots que j'ai dit à ma mère. Quand je suis rentré, Dorothy m'attendait avec du thé. Elle n'a rien dit, s'est juste assise à côté de moi. J'ai posé ma tête sur l'épaule de Dorothy et j'ai pleuré doucement. Ça va aller, Nathalie, a dit Dorothy gentiment. Tu n'es pas coupable. Ce sont des professionnels de la tromperie. Ce qui est important, c'est que tu as pu protéger ton fils et que tu as découvert qui sont les personnes vraiment importantes. J'ai hoché la tête. Marcus avait continué à protéger notre fils même quand je ne voulais pas le croire. Dorothy nous avait protégés aussi. J'avais enfin compris. 6 mois ont passé depuis. Ethan suit une thérapie avec un spécialiste en psychologie infantile 2 fois par semaine. Au début, il était tourmenté par des cauchemars, mais petit à petit, son sourire est revenu. Et maintenant, il apprécie vraiment son temps avec Marcus. Marcus a commencé à venir voir Ethan chaque week-end. Au début, c'était juste pour quelques heures, mais maintenant, ils passent souvent tout le week-end ensemble. Nous avons décidé d'élever notre fils ensemble avec une garde partagée. Nous avons divorcé, mais il reste un père important pour notre fils. Il n'y avait plus aucune raison de nier cela. Dorothy est devenue un élément indispensable de nos vies. Déjeuner chez elle chaque dimanche après-midi est devenu une habitude. Aujourd'hui encore, la douce odeur de la tarte aux pommes de Dorothy emplit l'air. Mon mari était policier, alors je repère les gens suspects tout de suite, a ri Dorothy en versant le thé. Dès la première fois que cet homme est venu chez vous, j'ai senti que quelque chose clochait. Ses yeux ne souriaient pas. Si vous n'aviez pas été là, je n'aurais rien remarqué, ai-je dit du fond du cœur. Merci beaucoup. Dorothy a souri doucement. C'est ce que font les voisins. On se soutient mutuellement. J'ai continué ma propre thérapie. Affronter le sentiment de culpabilité n'a pas été facile. Mais mon conseiller m'a dit, vous êtes une victime. Ce sont des professionnels de la tromperie et vous avez su protéger votre fils. Brian Mitchell est en prison. J'ai entendu dire qu'en tant que délinquant sexuel, il reçoit le pire traitement, même au sein de la prison. 15 ans, pas de libération conditionnelle, et après sa libération, il sera surveillé pour toujours. Ma mère est en probation, isolée de la communauté, vivant seule. Elle a envoyé plusieurs lettres d'excuses, mais je les ai toutes renvoyées sans les ouvrir. Je ne peux pas lui pardonner, même si elle est de mon sang. Dimanche après-midi. Dans mon jardin, Ethan et Marcus jouent à la balle. Le rire de mon fils retentit et Marcus sourit joyeusement lui aussi. Je regarde cette scène depuis la fenêtre de la cuisine. Dorothy vient à côté de moi et nous regardons dehors ensemble. C'est une belle vue, dit-elle calmement. J'ai hoché la tête. Il essayait de protéger notre fils depuis le début. Je ne le croyais simplement pas. Dorothy dit en tenant sa tasse de thé, la vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang. Ce sont des gens qui essaient de vous protéger même quand vous ne les croyez pas. Et une relation où l'on peut dire merci quand on s'en rend compte. Ces mots s'ancrent profondément dans mon cœur. Maman, regarde. Ethan court vers moi. J'ai joué à la balle avec papa. Je suis devenu super fort. Je serre mon fils dans mes bras. Je te regardais, Ethan. Tu étais vraiment doué. Marcus s'approche et dit un peu timidement, est-ce que je peux revenir la semaine prochaine? Je souris. Bien sûr. Viens chaque semaine. Ethan t'attendra. Marcus hoche la tête et tapote doucement la tête de mon fils. Même après le divorce, il était le père de notre fils. Même lorsqu'il était mal compris, même lorsqu'on le prenait pour un harceleur, il n'a jamais cessé de protéger notre fils. C'est ça, une vraie famille. J'ai enfin compris. Au crépuscule, la lumière orange illumine le jardin. Ethan, Marcus, Dorothy et moi. Les liens du sang seuls ne font pas une famille. Croire les uns en les autres, se protéger mutuellement, se soutenir. C'est ça, une vraie famille. Je reste près de la fenêtre, gravant cette scène paisible dans ma mémoire. Le long cauchemar est terminé et de nouveaux jours sont sur le point de commencer. Avec le rire d'Ethan résonnant autour de moi, je souris doucement. Tout ira bien, car la vraie famille est juste ici, à nos côtés.